490 sont les sons étranges que Lumian entendait résonner depuis un royaume lointain, une destination insaisissable hors de sa portée. Son cœur se serra alors qu'il retirait rapidement l'œil de la vérité, mais les sons restèrent. Boum, boum, boum. Les sons se répercutaient comme si deux énormes rochers entraient en collision. Lumian a vu des étincelles voler et des feuilles et des branches séchées prendre feu. Au milieu des flammes gisaient des ossements épars. La grotte, enveloppée d'obscurité d'une profondeur inconnue, résonnait de hurlements lointains ressemblant à des loups. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Les battements d'un tambour en cuir et d'instruments de musique anciens résonnaient, créant une atmosphère solennelle, sainte et magnifique pour Lumian. La scène dans son esprit se déplaça vers un vaste désert avec un autel imposant. Un personnage, le visage voilé de perles, une coiffure splendide et une robe noire fluide, montait au point le plus élevé. Autour de lui, des gens au visage peint par des démons dansaient frénétiquement au rythme du tambour. Soudain, le ciel s'assombrit et un visage apparut parmi les nuages menaçants. Le ritualiste, les perles glissant sur le côté, révéla une expression terrifiée. Une voix lointaine et obsédante perça les nuages, résonnant à travers la terre désolée. Lumian ressentit une profonde secousse dans son esprit et son corps. Devant lui s'étendaient de vastes montagnes, avec des arbres flétris, de l'herbe clairsemée, de la terre jaune et des rochers exposés. Des ravins sillonnaient comme des rides sur le visage d'un vieil homme, séparant des villes silencieuses. Une rivière massive déferla, majestueuse mais teintée de jaune trouble. Ding! Bon sang! Ding! Bon sang! Le son, comme celui des perles sur une assiette en porcelaine, était vif et doux, émanant d'un étrange pavillon en bois. Les bâtiments environnants brûlaient violemment et des cris résonnaient depuis la rivière. Au milieu de la mélodie agréable, le pavillon s'est effondré en flammes, mais l'interprète a continué sans relâche. Au milieu du doux chant, une femme vêtue d'une robe particulière se tenait sur l'estrade, s'exprimant de manière captivante. En dessous d'elle, les gens étaient assis à différentes tables, savourant des boissons sous des lumières tamisées. Des coups de feu, comme des pétards, ont résonné à l'extérieur de ce qui semblait être la piste de danse d'un bar, alors que les citoyens s'effondraient dans la rue. De féroces soldats se précipitèrent, poignardant ceux qui se débattaient avec des baïonnettes attachées à leurs fusils. Des bâtiments éloignés ont brûlé et des flammes se sont envolées vers le ciel. Ces voix et images ont déferlé dans l'esprit de Lumian comme un torrent, faisant rougir ses yeux. Sa tête était inhabituellement enflée, comme si elle était sur le point d'exploser, et ses pensées devenaient un fouillis chaotique. Franca et Jenna, absorbées dans leur combat contre Mirror Gardner Martin, sont restées inconscientes de l'état troublant de Lumian. Franca a pris les devants, pressant les flammes noires contre le miroir taché du sang de la cible. Elle a réussi à voir l'ennemi, affaibli par l'éruption du désir. Il a succombé aux flammes noires engloutissantes, infligeant des dégâts à son corps spirituel. Craqué. Le miroir Gardner s'est brisé et sa silhouette s'est matérialisée à proximité, ses yeux hébétés désormais alertes. Saisissant l'occasion, Jenna, se déplaçant à une vitesse remarquable, ajusta son miroir de maquillage taché du sang de Mirror Gardner. En pressant les flammes noires dans sa main contre elle, Mirror Gardner fut à nouveau enflammé par les flammes noires de la démone et soumise à une autre malédiction mortelle. Il se brisa à nouveau, réapparaissant à côté du pilier noir. Sa main droite fouilla dans sa poche, comme s'il voulait sortir un miroir et utiliser des ongles, des cheveux, du sang et d'autres médias pour rompre le lien entre la source de la malédiction et lui-même. Cependant, Franca, qui se déplaçait également à grande vitesse, se pencha en arrière et leva le miroir dans sa main. Il entra en contact avec son autre main, tenant le gant de boxe Flog enflammé de flammes noires. Les flammes ont éclaté dans le miroir, contrecarrant la tentative de Mirror Gardner d'échapper à la magie du miroir. Le duo, Franca et Jenna, ont continué leur danse complexe, l'une avançant, l'autre reculant, l'une jurant et l'autre attendant son tour. C'était un duo envoûtant, une chorégraphie de combat. Après avoir enduré 6 malédictions, Mirror Gardner s'est figé devant un pilier de pierre blanc grisâtre, ne se brisant plus comme avant. Dans le silence des flammes noires, il s'affaiblit rapidement, au bord de l'inconscience. Voyant cela, Franca a abandonné les gants de boxe Flog, optant pour son canon gun. Elle a sorti l'arme, a retiré le marteau et a visé la cible. Bang! La balle noire de fer a déchiré le crâne de Mirror Gardner, le brisant en fragments. Son corps presque sans tête se balança brièvement avant de s'effondrer au sol. Alors que le cadavre disparaissait, il laissait derrière lui un étrange fragment de miroir, sa surface presque terne comme si elle était recouverte de peinture noire. Pendant ce temps, Anthony Reed, toujours compétent en observation, a détecté l'état anormal de Lumian. Courant vers lui, le psychiatre a tenté de l'apaiser. Cependant, Lumian resta insensible, son visage se tordant encore davantage, les vaisseaux sanguins sur son front étant bombés de façon inquiétante. Il y a une situation ici. Anthony, notant du coin de l'œil la disparition de Mirror Gardner, en informa rapidement Franca et Jenna. Il espérait que les deux démons trouveraient un moyen de remédier à l'état troublant de Lumian. Cependant, un instant plus tard, le fragment de miroir noir comme du sang a émis une faible lumière. Les environs ont plongé dans l'obscurité instantanée,
se transmuant en une transparence bizarre, comme si le monde entier s'était transformé en un conteneur en miroir. Dans les limites sombres et obscures de ce conteneur miroir, une force invisible bouillonnait de rage, matérialisant l'air et exerçant une pression dans toutes les directions. Bien que Franca, Jenna et Anthony n'aient été témoins d'aucun phénomène visible ou audible, une peur immense les a saisis. Leur corps avait l'impression d'être plongé dans une caverne glacée, gelant instantanément. Un léger soupir, distinctement féminin, résonna soudain. À proximité, le pilier noir rayonnait une faible lumière. Les minuscules poils noirs ressemblant à des serpents dissimulés dans le vide se rétractèrent, fusionnant en une énorme sphère de cheveux noirs, formant une barrière protectrice autour de la place. Franca et les autres ont ressenti un sentiment immédiat de tranquillité. La peur a libéré son emprise sur leur corps et leur esprit, leur permettant de bouger librement. Pendant ce temps, la conscience de Lumian était aux prises avec un assaut de voix et de scènes, sa rationalité s'érodant progressivement. Soudain, il entendit une voix. C'était un soupir masculin. Puis, il vit un visage et une silhouette. Un homme assis les jambes croisées dans une pièce sereine, orné d'une coiffe et d'une robe bleue. Bien que beau, les yeux de l'homme trahissaient une profonde tristesse et une profonde douleur, lui donnant une apparence flétrie. Son regard se fixa sur Lumian, comprenant les scènes qui se déroulaient, et il ramassa une tige marron ornée de nombreux brins de soie blanche à une extrémité, posée à côté de lui. Alors que le soupir persistait, la myriade de sons et d'images perçus par Lumian disparut, remplacés par des cris stridents qui se chevauchaient semblables à des malédictions. Alors que Lumian ne pouvait pas comprendre la langue, la phrase résonnait dans son esprit, imprégnée de la connaissance la plus pure, lui permettant d'en saisir le sens. Les voix ont convergé dans un torrent chargé de ressentiment et de haine. Maître Céleste. Au pied de la carrière de Deep Valley, la salle autrefois très fréquentée était maintenant partiellement en ruine. L'activité tumultueuse avait eu des conséquences néfastes, laissant de nombreux membres du machinerie Yvemain blessés. Conscients de la nécessité d'éviter de gêner les combats de leurs camarades, ces individus se retirèrent stratégiquement. Claude, le géant de la mécanique, arrêta brusquement ses mouvements, ses oreilles colossales résonnant de rugissements superposés. Au milieu des rugissements, un soupir descendit d'en haut, jetant une atmosphère étrange sur la nature sauvage indistincte. Dans cette étendue sauvage, de nombreuses figures éthérées s'attardaient, regardant occasionnellement le ciel et émettant des cris obsédants. Observant cette mystérieuse transformation, MGR Oramic s'est abstenu de saisir l'occasion d'attaquer directement Claude. Au lieu de cela, il se retira rapidement de la salle en ruine, éloignant les membres restants du machinerie Yvemain du désert illusoire. Les yeux cybernétiques du géant mécanique, dont l'un ressemble à un rubis et l'autre à une émeraude, s'assombrirent soudainement. Il semblait que les renseignements l'avaient abandonné. Se retournant lentement, Claude entra dans le « désert » surréaliste, apparemment déterminé à rejoindre les personnages persistants. À mi-chemin, le géant mécanique se tourna vers l'archevêque Oramic et ses compagnons, les engrenages tournant bruyamment. Un sourire indescriptible ornait le visage composé de multiples composants métalliques. L'instant suivant, le géant mécanique a rétracté son regard, reprenant son voyage vers l'avant. Sa silhouette a progressivement pris une qualité illusoire, se fondant dans le désert mystérieux jusqu'à ce que tous deux disparaissent dans l'inconnu. Dans les profondeurs de la 4e époque de Trêve, à côté du brouillard blanc grisâtre semblable à un mur, le magicien et la justice se sont matérialisés, leur regard intense fixé sur Dame Lune. Elle avait perdu son voile, révélant une expression vide. L'offensive de la Grande Mère, la dame qui avait nourri une divinité, se tenait devant le brouillard gris, son ombre tachée de charbon. Magicien et justice furent surpris de voir cela. Presque simultanément, le brouillard blanc grisâtre semblable à un mur s'est élargi, palpitant comme un cœur battant. Presque simultanément, une aura imposante, qui semblait mépriser toute existence, imprégnait les environs. Cela apaisa le soupir précédent qui avait résonné dans l'air. Le brouillard blanc grisâtre dans les environs a augmenté son intensité, se propageant à nouveau dans toutes les directions, épaississant le brouillard gris tout au long de la 4e époque de Trêve. Lui? Alors c'est lui? Justice et magicien échangèrent des murmures silencieux. Insensibles aux conséquences néfastes visant les autres, ils ont persisté dans leurs actions. Lady Moon, hébétée, s'est immédiatement retrouvée enveloppée dans la lumière resplendissante des étoiles. Dans le désert, Snarné, Enorn et Diest, le président de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, ont continué leur lutte pour retenir Vermonda Sauron, un géant de la calamité, un ange qui avait perdu le contrôle. Leurs efforts, cependant, se heurtèrent à de féroces contre-attaques, les forçant à battre en retraite progressivement, incapables de tirer profit de la situation. Au milieu du chaos, le brouillard gris enveloppant les ruines de la 4e époque de Trêve s'agitait violemment, comme si la ville elle-même s'était réveillée. Le brouillard turbulent s'est rapidement fusionné en une forme semblable à une lance, une arme capable de briser les sommets des montagnes. Il se précipita vers la captive Vermonda Sauron. En un instant, la lance, fabriquée à partir du brouillard gris, a éclaté en violentes flammes, prenant une teinte violette. Il dégageait une aura de suprématie, comme s'il visait à tout conquérir sur son passage. En étant témoin de ce phénomène surréaliste, qu'il s'agisse de Snarné Enorn,
Diest, Vermonda Sauron ou de leurs alliés, c'était comme s'ils voyaient une ville enveloppée dans le brouillard. Un sentiment de crainte envahit leur corps et leurs esprits, dissuadant toute envie de résister. La majestueuse lance enflammée violette a parcouru une distance significative, empalant Vermonda Sauron, le géant de la calamité qui n'a pas encore retrouvé sa mobilité. Sa poitrine déchirée, l'être colossal était cloué au désert. Alors que les flammes violettes se dissipaient, une silhouette se leva d'une position génuflexion. Vêtu d'une armure noire tachée de sang, ornée de longs cheveux roux, le jeune dégageait une présence à la fois belle et obsédante. Des blessures pourries marquaient les deux côtés de son visage et une marque rouge vif ressemblant à une bannière ornait son front.